13 mars 1962. Lyman Lemnitzer, chef d'état-major des armées, présente au secrétaire à la Défense Robert McNamara un projet intitulé Opération Northwoods. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine, débarquer des Cubains anticastristes dans la base pour simuler des attaques, organiser des émeutes, faire sauter les dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires, lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et à Washington DC. Et enfin, détruire un drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne d'Eglin, on maquillera un appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride. Le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence, tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 téléguidé parti de la base aérienne d'Edwards s'écrase au sol dans le cadre d'une étude de la NASA sur le kérosène. Avant sa destruction, l'appareil a volé 16h22. Il a accompli 10 décollages, 69 approches et 13 atterrissages. Août 1997. En couverture d'un dossier de la FEMA sur le terrorisme, on voit le World Trade Center dans une lunette de visée. 28 février 1998. Le Global Hawk, aéronef sans pilote de Raytheon, fait son premier vol au-dessus de la base d'Edwards, en Californie, à une altitude de 32 000 pieds, l'altitude de croisière d'un avion de ligne commercial. 1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000. Le ministère de la Justice publie un manuel antiterroriste avec le World Trade Center en visée. Septembre 2000. Le Project for a New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie son rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique ». Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra sans doute du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD propose un exercice simulant le crash volontaire d'un avion contre le Pentagone. Il est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense donne de nouvelles instructions pour l'intervention militaire en cas de détournement d'avion. Toute réponse non immédiate doit être autorisée directement par le secrétaire à la Défense. Le ministre de la Justice, John Ashcroft, cesse de prendre des avions de ligne à la suite d'une réévaluation des menaces par le FBI. 4 juillet 2001. Oussama Ben Laden, recherché par les États-Unis depuis 1998, est soigné à l'hôpital américain de Dubaï, où il reçoit la visite du chef d'antenne locale de la CIA. 24 juillet 2001. Larry Silverstein, déjà propriétaire de la Tour 7, signe un bail de 99 ans contre 3,2 milliards de dollars pour l'ensemble du World Trade Center, 6 semaines avant le 11 septembre. Le bail comprend une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars, couvrant spécifiquement les risques terroristes. 6 septembre 2001. 3150 options de vente sont souscrites sur United Airlines. Souscrire une option de vente, c'est parier sur une baisse de l'action. Et ce jour-là, le volume des options de vente est 4 fois supérieur à la moyenne. Les chiens de recherche d'explosifs sont retirés du World Trade Center et les équipes de sécurité mettent fin à 2 semaines de surveillance intensive. 7 septembre 2001.
27 294 options de vente sont souscrites sur Boeing, soit plus de 5 fois le volume quotidien moyen. 10 septembre 2001. 4 516 options de vente sont souscrites sur American Airlines, soit près de 11 fois le volume quotidien moyen. D'après Newsweek, un certain nombre de hauts gradés du Pentagone annulent leur plan de vol pour le lendemain. Le maire de San Francisco, Willie Brown, est averti. Il ne doit pas prendre l'avion le lendemain matin. Pacifica Radio révélera que l'appel émanait directement de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice. Et dans un hôpital militaire du Pakistan, les urologues sont remplacés par une équipe spéciale chargée d'accueillir un invité de marque, Oussama Ben Laden, lequel est escorté à l'intérieur pour être soigné et surveillé de près. « 11 septembre 2001. Le Bureau national de reconnaissance situé à Chantilly, en Virginie, a prévu un exercice simulant le crash d'un petit jet privé sur le bâtiment. Le NORAD a plusieurs exercices militaires en cours. Le premier, Vigilant Guardian, est décrit comme un exercice créant une crise imaginaire aux avant-postes de la défense aérienne nord-américaine à travers le pays. Le deuxième, Northern Vigilance, consiste à envoyer des avions de chasse au Canada et en Alaska pour y combattre une flotte russe imaginaire. 3 F-16 de la garde nationale de Washington DC, stationnés à la base aérienne d'Andrews à 24 km du Pentagone, sont envoyés à 330 km pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Il ne reste que 14 avions de chasse pour protéger l'ensemble du territoire américain. Ici, le contrôle aérien de Boston. On a un problème. Un avion détourné se dirige actuellement vers New York. Il faudrait qu'on nous envoie des F-16 pour nous venir en aide. C'est vrai ou c'est un exercice? Non, ce n'est pas un exercice. Do we want to think about scrambling aircraft? Oh, God, I don't know. That's a decision somebody's going to have to make probably in the next 10 minutes. You know, everybody just left the room. Pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous évaluez la façon dont les médias américains ont couvert les événements de septembre dernier. Laissez-moi voir. Honteux est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ces images effrayantes sont filmées en direct du World Trade Center. La nouvelle n'a pas été confirmée, mais il semblerait qu'un avion s'est écrasé contre une des tours du World Trade Center. Dans l'ensemble, les journalistes américains ont été intimidés par cette débauche de drapeaux, cette orgie patriotique. Si vous critiquez le président, vous n'êtes pas un patriote, ce qui veut dire que vous êtes peut-être un terroriste. À votre avis, il n'y a donc pas assez de place pour les voix dissidentes? Ce n'est pas la place qui manque, ce sont les gens prêts à prendre le risque. Je ne sais pas s'il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'un avion. En fait, certains ont dit qu'ils pensaient avoir vu un missile. Il y avait un logo bleu et circulaire à l'avant. Ça ne ressemblait pas à un avion de ligne. Je n'ai pas vu de hublot. Marc, si c'est bien le cas, c'était peut-être des avions cargo. Vous n'avez pas vu de hublot? Je n'ai vu aucun hublot. Ce n'était pas un avion normal comme on en voit dans les aéroports. Il y avait un logo bleu à l'avant. D'après moi, il n'avait absolument rien à faire dans cette zone. C'est la mentalité du troupeau, comme chez les lemmings. Si vous allez à contresens, vous êtes anti-américain et donc suspect. On ne peut pas approcher plus de la base du World Trade Center. Comme vous le voyez, il y a les pompiers, la police, le FBI. Dans les deux tours, de gigantesques déflagrations projettent une pluie de débris. Il faut partir. Quand une telle chose se produit, on se demande à qui ça profite.
Qui avait la possibilité et qui avait un motif? Ce sont les questions de base. Je ne prétends pas connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. J'essaye juste de savoir qui avait un motif, qui avait la possibilité, qui avait le matériel et qui avait la volonté. I spent enough time on the inside of, well, the White House and I've been in campaigns, and I've known enough of the people who do these things to know that the public version of the news, what an event, is never really what happened. And these people, I think, are willing to take that even further. It seems a very long bow to me, but are you sort of suggesting that this worked in the favor of the Bush administration? Oh, absolutely. Absolutely. « 9h38, Arlington, Virginie. Annie Hanjour exécute soi-disant un virage à 330 degrés à 850 km/h. Descendant de 7000 pieds en 2 minutes 30, il précipite le vol American Airlines 77 sur le rez-de-chaussée du Pentagone. Il fait son approche finale au-dessus de l'Interstate 395. Arrachant au passage les lampadaires et rebondissant sur la pelouse avant l'impact. Première question, qui est Annie Hanjour? Un mois plus tôt, il s'est présenté à l'aéroclub de Freeway dans le Maryland pour y louer un petit avion. Mais lors de 3 vols de qualification dans la 2e semaine d'août, il a eu des difficultés à contrôler et à poser un Cessna 172 monomoteur. Je m'appelle Marcel Bernard. Je suis instructeur de vol à Freeway. Ce qui s'est passé, c'est qu'Annie Hanjour est venu à l'aéroclub pour faire un vol de qualification. Il avait déjà sa licence. Il ne venait pas pour prendre des cours de pilotage. Il avait donc déjà sa licence. Oui, il avait obtenu sa licence privée et commerciale dans une école en Arizona. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il avait déjà sa licence en main. Il arrive parfois que des pilotes viennent non pas pour prendre des cours de pilotage, mais juste pour louer un de nos appareils. Comme Annie Hanjour. Exactement. Il voulait faire un vol de qualification pour louer un de nos appareils. Les assurances imposent un vol test avec un de nos instructeurs afin de vérifier si la personne peut piloter. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a fait l'impression d'un type très silencieux et d'un pilote moyen, voire très moyen. Il parlait mal l'anglais. C'est la meilleure description que je puisse vous donner de lui. À l'époque, il nous est apparu comme quelqu'un de tout à fait banal. Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Dulles qui suivaient le vol 77 ont tous pensé qu'il s'agissait d'un appareil militaire. Deuxième point, les lampadaires. Le 22 novembre 2004, un jet privé venant chercher George Bush père heurte un lampadaire et s'écrase 1 minute avant d'atterrir à l'aéroport de Hobby à Houston. L'impact a arraché l'aile et dispersé des débris sur une centaine de mètres.
Et pourtant, le vol 77 a réussi à déraciner 5 lampadaires sans endommager les ailes de l'avion ni les lampadaires eux-mêmes qui semblent avoir tout simplement jailli hors du sol. Troisième point. Il suffit de regarder les photos pour voir que ce qui a percuté le Pentagone ce jour-là n'a pas rebondi sur la pelouse. Si le vol 77 s'était craché au sol et avait dérapé jusqu'au bâtiment, ça aurait donné ça. Au lieu de quoi, ça ressemble à ça. La pelouse est indemne. Quatrième point. Pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77 ? On pourrait le croire, mais j'ai examiné les lieux de près et il n'y a rien qui indique qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Tout ce qu'il y a, c'est le bâtiment lui-même. Et comme je l'ai dit, les seuls débris visibles sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucun gros débris de la queue de l'appareil, des ailes, du fuselage. Rien qui puisse signaler qu'un avion entier s'est encastré dans le Pentagone. Explication officielle, la chaleur intense du carburant a littéralement pulvérisé l'avion. Tiens donc, sur ces images, il n'y a pourtant pas la moindre trace d'un Boeing 757. Mais si le feu était assez fort pour désintégrer un jumbo jet, comment les enquêteurs ont-ils pu identifier 184 des 189 corps trouvés au Pentagone? La mission a été confiée à l'AFDIL, le laboratoire d'identification par l'ADN de l'armée, qui a également procédé à l'identification des victimes de Shanksville. Gardez ça en tête pour tout à l'heure. Comment est fait un Boeing 757? J'ai appelé Boeing pour leur demander. Mais le Standard m'a informé que Boeing ne donne aucune information relative à la construction de ces appareils, à cause des attaques du 11 septembre. Ce que je sais, c'est qu'un 757 a 2 réacteurs Pratt & Whitney fabriqués dans un alliage acier-titane, mesurant 2,70 m de diamètre et 3,60 m de long, et pesant 2 tonnes chacun. Le point de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le carburant utilisé par les avions est le kérosène, un hydrocarbure qui peut garder une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, à condition qu'il ne se consume pas. Or, le kérosène s'est certainement évaporé tout de suite après l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible qu'il ait pulvérisé 12 tonnes d'acier et de titane. Il aurait donc dû y avoir 2 réacteurs presque complets au Pentagone. Au lieu de quoi, on a juste retrouvé un turboréacteur d'environ 90 cm de diamètre à l'intérieur du bâtiment. Après la publication de cette photo par l'American Free Press, des lecteurs ont écrit pour suggérer que cette turbine provenait du groupe électrogène auxiliaire, l'APU, installé dans la queue du 757. Chris Bolin a contacté Honeywell, le constructeur des APU équipant les 757, à Phoenix, en Arizona. S'exprimant sous couvert d'anonymat, un expert lui a assuré qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une turbine d'APU. Bolin a alors appelé Pratt & Whitney et Rolls-Royce, les 2 fabricants des réacteurs des 757. Chez Pratt & Whitney, on l'a renvoyé vers Rolls-Royce, dont le porte-parole, M. John Brown, a déclaré « Cette pièce ne provient d'aucun réacteur Rolls-Royce que je connaisse ». D'après Karl Schwartz, PDG de Patmos Nanotechnologies, LLC et iNet Security System, il s'agit d'un turboréacteur JT8D provenant d'un A3 Skywarrior de l'US Air Force. La pièce apparaissant sur la photo de la FEMA est la partie avant de l'arbre. Les réacteurs d'avion ont un arbre central qui doit être équilibré et équipé d'un joint à l'avant et à l'arrière. Cette photo montre le joint avant et le moyeu sans ses aubes. Ces aubes se détachent facilement lors d'une collision comme celle du Pentagone. L'US Air Force n'a que quelques A3 encore en service et ils sont tous à Van Nuys en Californie, chez Hugh Aircraft, société désormais plus connue sous le nom de Raytheon. Si cette pièce ne venait pas d'un 757, alors d'où venait-elle? Et où sont les moteurs du vol 77? Le deuxième débris identifiable a été présenté comme un morceau de fuselage. Pour les sceptiques, c'est la preuve que le vol 77 a bien percuté le Pentagone. Mais cette pièce peut venir de n'importe quel appareil d'American Airlines. Et pourquoi n'est-elle pas brûlée ni rayée si elle a survécu à un impact à 850 km/h et à une boule de feu? Le troisième débris était un diffuseur, mais observons d'un peu plus près le diffuseur qui équipe un 757.
Vous voyez les biseaux triangulaires autour des ouvertures. Ils n'apparaissent pas sur la pièce qu'on a retrouvée au Pentagone. Les autres débris étaient assez légers pour être emportés manuellement, et des employés du Pentagone ont été vus transportant une grande boîte enveloppée dans une toile goudronnée bleue. Pourquoi tant de mystère? Si le vol 77 a été pulvérisé à l'impact, c'est une première dans l'histoire de l'aviation. Un exemple. Le 15 août 2005, le vol Helios Airways 522, un Boeing 737 à destination d'Athènes, s'écrase contre une colline à pleine vitesse. 121 passagers, aucun survivant. Flammes. Débris de queue. Débris d'aile. Moteur. Cockpit. Corps. Vous voyez ce que je veux dire? 5e point. Pourquoi les dégâts du Pentagone sont-ils incompatibles avec l'impact d'un Boeing 757? Ces photos ont été prises avant que le toit de l'anneau extérieur ne s'effondre. Le seul dégât visible sur la façade, un trou qui ne fait même pas 5 mètres de diamètre. Un Boeing 757 fait 47 mètres de long, 13 mètres de haut. Il a une envergure de 38 mètres et pèse près de 100 tonnes. Et nous devrions croire qu'il a disparu dans ce trou sans laisser le moindre débris à l'extérieur? Comment peut-il n'y avoir aucune trace là où les ailes, le stabilisateur vertical et les moteurs ont embouti le bâtiment? Vous vous rappelez la taille des moteurs? Si 6 tonnes d'acier et de titane avaient percuté le Pentagone à 850 km/h, elles se seraient encastrées à l'intérieur en laissant 2 empreintes très distinctes. Or, le seul dégât visible sur la façade du Pentagone est ce trou. Il n'y a aucun dégât à la hauteur des moteurs. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles intactes? Pourquoi les rouleaux de câbles devant le trou sont-ils en parfait état? À l'intérieur du Pentagone, on a découvert un autre trou d'environ 5 mètres de diamètre de l'autre côté de l'anneau C à 3 anneaux de l'impact. Pour faire ce trou, le Boeing 757 du vol 77 aurait dû traverser près de 3 mètres de béton armé. Le nez d'un avion commercial est en fibre de carbone. Voici ce qui lui arrive généralement en cas de crash aérien. Si ce trou a été fait par le nez du Boeing, où sont les autres débris de l'avion? Alors qu'est-ce qui aurait pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau extérieur du Pentagone? Traverser 3 mètres de béton armé et percer un autre trou de 5 mètres. Un missile de croisière. Voilà à quoi ressemblait la maison de Slobodan Milosevic à Belgrade après avoir été touché par un missile Tomahawk. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? 6e point, les témoins. Certains ont vu un gigantesque avion de ligne de 100 tonnes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu approcher cet avion, un avion commercial d'American Airlines. D'autres, un petit avion privé de 8 à 20 places. Ça ressemblait à un jet privé d'environ 20 places. Il n'y avait pas de logo. Et d'autres encore, un hélicoptère de l'armée américaine. Il dit qu'il a vu un hélicoptère tourner autour du bâtiment qui ressemblait à un hélicoptère de l'armée américaine et qui a disparu derrière le Pentagone, là où se trouve l'héliport. Il a ensuite vu une boule de feu monter dans le ciel. Qui faut-il croire? Écoutez plutôt ça. April Gallop travaillait dans l'aile ouest du Pentagone ce jour-là. Jim Mars rapporte son témoignage dans son livre Inside Job. Pendant qu'elle était à l'hôpital, des hommes en costume lui ont rendu plusieurs visites. Ils n'ont jamais dit qui ils étaient, ni pour quelle agence ils travaillaient. Ils ne lui ont pas dit quoi dire. Ils lui ont juste donné des conseils. Par exemple, d'empocher les indemnités et de la fermer. Ils ont aussi répété à maintes reprises qu'un avion s'était écrasé sur le bâtiment. Mais j'étais là, et je n'ai jamais vu d'avion ni même de débris d'avion. C'était un véritable lavage de cerveau. Mais si ce n'était pas un Boeing 757, qu'est-ce qui s'est écrasé sur le Pentagone? Des témoins parlent d'explosion. Ça m'a cloué à ma chaise, il y a eu une énorme explosion. J'ai senti l'onde de choc, ce n'était pas un grondement, c'était plutôt un bruit sec. Mark Upshire, lieutenant-colonel de l'Air Force.
À cet instant, une formidable explosion a secoué le bâtiment. M. Murphy a été projeté à l'autre bout de la pièce tandis qu'un collègue était propulsé dans son bureau. Peter M. Murphy au 4e étage de l'anneau E, au-dessus de l'héliport. Le souffle de l'impact a été tel qu'il l'a projeté à plus de 30 mètres en arrière contre un lampadaire, provoquant des lésions internes. Sergent-chef Noël Sepulveda, à 45 mètres du point d'impact. Même l'hôtel Sheraton, à 2,5 km de là, a été ébranlé par l'explosion. Plusieurs militaires du Pentagone disent avoir reconnu l'odeur particulière de la cordite. Avant même de sortir, j'ai senti la cordite. Je savais que des explosifs avaient détonné quelque part. Don Percal. Elle a dit qu'elle avait vu un énorme nuage de fumée noire qui sentait la cordite ou la poudre. Gila Goldschmidt, The Guardian. La cordite et le kérosène ont une odeur très différente. La cordite est un mélange utilisé en artillerie et qui se compose de nitroguanidine, de nitrocellulose et de nitroglycérine. Elle brûle à basse température, produit peu de fumée et aucun flash, mais une forte onde de détonation. Des témoins ont décrit un flash argenté. Or, la combustion du kérosène, comme on l'a vu avec les Twin Towers, est jaune vif au mieux. Regardez ça. Une énorme boule de feu et de fumée. Pas de flash argenté ni d'onde de choc. Tandis qu'au Pentagone, on a un bref flash argenté qui ébranle les bâtiments voisins. Ce mystère est peut-être lié aux 2 avions repérés sur les lieux après le crash. Le premier a été désigné à l'unanimité comme un C-130. Un quadrimoteur à hélice qui ressemblait à un C-130 est descendu en piqué vers le Pentagone. Scott Cook. Alors l'avion qui ressemblait à un avion cargo C-130 a commencé à s'éloigner du Pentagone. John O'Keefe. Le seul grand appareil que j'ai vu était un C-130 gris qui semblait être un avion de combat électronique de la Navy. Anonyme, annexe de la Navy à Arlington. Le deuxième était un appareil entièrement blanc qui survolait Washington, D.C. Je me trouve dans le parc Lafayette, à environ 180 mètres en face de la Maison-Blanche. Il y a une dizaine de minutes, on a vu un avion blanc tourner dans le ciel. Or, on voit peu d'avions au-dessus de la Maison-Blanche, car c'est un espace aérien protégé. Aucune raison donc de penser que celui-là était dangereux. Et pourtant, les membres du service secret l'ont longuement montré du doigt. Il semble maintenant avoir disparu. À 9h25, Jane Garvey, de la direction de l'aviation civile, la FAA, ferme l'espace aérien et ordonne à tous les vols nationaux de regagner le sol. Cette mesure, prise pour la première fois depuis 1903, s'applique à presque tous les appareils civils et militaires. Pourtant, certains vols militaires ont été autorisés, mais la FAA refuse de s'expliquer. Que faisaient ces 2 avions en l'air quand tous les autres vols avaient été suspendus? Enfin, pourquoi tant de gens ont-ils signalé une seconde explosion au Pentagone? Je ne peux pas vous dire, j'étais ici devant le Capitole, qui a d'ailleurs été évacué, quand on a entendu du côté de la Cour suprême un bruit sourd et étouffé, comme une petite explosion. Il y a des rumeurs non confirmées d'une seconde explosion au Pentagone. Ce n'est pas confirmé, mais le service secret... D'où venait cette boule de feu? 7e point. Les caméras de surveillance d'une station-service, de l'hôtel Sheraton et de la direction des transports de Virginie ont filmé toute la scène. Mais dans les minutes qui ont suivi, le FBI a confisqué les cassettes en enjoignant les employés de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Pour prouver une bonne fois pour toutes que le vol 77 s'est bien écrasé sur le Pentagone, les autorités n'ont qu'à montrer le contenu de ces bandes. Au lieu de quoi, elles n'ont divulgué que 5 images filmées par une caméra en face de l'héliport et sur lesquelles il n'y a aucun 757. Enfin, comment se fait-il que des photos satellites prises 4 jours avant le 11 septembre montrent une trace blanche sur la pelouse dont la trajectoire est similaire à celle du projectile lancé sur le Pentagone? Est-ce vraiment une coïncidence si la seule section touchée avait été renforcée peu de temps auparavant pour résister à ce type d'attaque? Et si Donald Rumsfeld était en sécurité dans son bureau à l'autre bout du bâtiment? S'il n'a rien à cacher, pourquoi le gouvernement a-t-il peur de répondre aux questions ou de montrer des vidéos?
9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre en une dizaine de secondes. « 29 minutes plus tard, la tour nord suit le même chemin et disparaît en 10 secondes. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Il abritait entre autres la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, le service secret et le bunker sécurisé de Rudolph Giuliani. La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT-7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. Explication officielle, la pluie de débris des Twin Towers a allumé un incendie dans l'immeuble et le feu a gagné les réserves de fioul. Si c'est vrai, c'est le 3e building de l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers sont les Twin Towers. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrase contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 victimes et $1 million de dégâts. Mais le gratte-ciel est toujours là. Le 14 février 1975, 3 incendies se déclarent entre le 9e et le 14e étage de la tour nord. D'après le New York Times, le sinistre a été suivi d'un examen approfondi et il a été décidé d'installer des gicleurs. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 23 février 1991, à Philadelphie, un bâtiment de 38 étages construit en 1973 brûle pendant plus de 19 heures sur 8 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Le 12 février 2005, à Madrid, la tour Windsor, un gratte-ciel de 32 étages avec une structure en béton armé, brûle pendant près de 24 heures. L'incendie anéantit entièrement les 10 derniers étages, mais malgré la destruction des étages supérieurs, le bâtiment lui-même ne s'effondre pas. Et pourtant, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages construits en 1973 brûlent pendant respectivement 56 et 103 minutes sur 4 étages avant de s'effondrer entièrement. D'aucuns diront que c'est sans doute dû à la structure du World Trade Center. Voyons ce qu'il en est. Les Twin Towers étaient faites de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes de système de climatisation et une antenne télé de 110 mètres. Le noyau central de chaque tour mesurait 26 mètres sur 40 et comprenait 47 colonnes de 91 cm sur 40. La tour nord avait été achevée en 1970 et la tour sud en 1973. Culminant respectivement à 417 et 415 mètres de haut, elles sont restées les plus grands bâtiments du monde jusqu'à la réalisation de la tour Sears en 1974. Et dire que le gouvernement voudrait nous faire croire que ces structures massives ont été détruites par 38 000 litres de kérosène, alors que les témoignages, les vidéos et le simple bon sens démentissent cette théorie. Le 2e avion heurte la tour sud entre le 78e et le 82e étage à 9h03. Il ne percute que l'angle sud-est. Une grosse partie du kérosène explose à l'extérieur en une gigantesque boule de feu. Et pourtant, la tour sud s'écroule en premier, alors même que la tour nord a été attaquée 18 minutes plus tôt. La loi de Galilée sur la chute des corps calcule le temps que met un objet à parcourir une certaine distance en chute libre. La distance est égale à 16,08 fois le temps en secondes au carré.
La tour sud faisait 415 mètres de haut. 415 est égal à 16,08 multiplié par 84,70, soit 9,2 secondes. Les Twin Towers sont tombés pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier brisées en morceaux de quelques dizaines de centimètres de long. 325 000 mètres cubes de béton pulvérisés dans l'air. Des milliers de vies anéanties instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center s'est-il effondré? Posons la question aux experts. Van Romero, vice-président de la recherche à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique. En me basant sur les images, je dirais que quand les avions ont touché le World Trade Center, des explosifs placés à l'intérieur des tours ont provoqué leur effondrement. Celui-ci était trop méthodique pour être le résultat fortuit du crash des avions. 10 jours plus tard, c'est certainement l'incendie qui a détruit les bâtiments. Pourquoi Romero a-t-il soudain changé d'avis? Hyman Brown, enseignant et ingénieur de projet sur le chantier du World Trade Center. C'était conçu pour résister pratiquement à n'importe quoi, y compris un ouragan, un vent violent, une bombe et un crash aérien. Même si les bâtiments étaient conçus pour résister à une tempête de 150 ans et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1100 degrés Celsius a affaibli l'acier. Kevin Ryan, employé chez Underwriters Laboratories, la compagnie qui a certifié l'acier du World Trade Center, dans une lettre à Frank Gale de l'Institut américain de normalisation et de technologie. Nous savons que les composants en acier ont été certifiés par l'ASTM E119. Les courbes température temps de cette norme requièrent que les échantillons soient exposés à des températures proches de 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Et nous sommes d'accord sur le fait que l'acier utilisé remplissait ces critères. Par ailleurs, il me paraît établi que l'acier, même non traité, ne fond pas avant d'avoir atteint une température d'incandescence de presque 1650 degrés. Je ne comprends pas pourquoi M. Brown suggère que 1100 degrés ont pu faire fondre l'acier de haute qualité utilisé dans ces bâtiments. Cette histoire ne tient pas debout. Si l'acier des tours s'est tordu ou qu'il a fondu, je suis sûr que nous conviendrons tous que ce n'était pas à cause du kérosène. Surtout compte tenu de la brièveté de l'incendie. Ces constatations contredisent directement celles des soi-disant experts, affirmant qu'après avoir atteint 1100 degrés, la chaleur a provoqué l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan a été renvoyé. Les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais alors pourquoi les Twin Towers et la Tour 7 se sont-elles effondrées? À 10 h ce matin, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. La deuxième tour, percutée par un avion, vient de s'effondrer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On dirait presque une de ces implosions programmées. C'est comme si une équipe de démolition, comme avec ces vieux bâtiments qu'on démolit et qui disparaissent en un instant. Tous ceux qui ont déjà assisté à la démolition d'un immeuble savent que pour faire ça, il faut s'attaquer à la structure centrale du bâtiment. On a entendu une autre explosion, et je pense que c'était celle qui venait du niveau inférieur, puisqu'il y en a eu deux. À 18 minutes d'écart? Non, il y a eu une première explosion, puis une deuxième dans le même bâtiment. Il y a eu deux explosions. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. Pat Dawson est tout près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Pat? Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turry. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Il suppose que les explosifs secondaires avaient sans doute été placés à l'intérieur du bâtiment. There were 2 or 3 similar huge explosions, and the building
La première, puis la deuxième. Et il y aurait eu des explosions secondaires. Il y a eu une grosse explosion. Tout d'un coup, l'ascenseur a explosé. Il y avait de la fumée et j'ai traîné un type qui n'avait plus de peau dehors et je l'ai amené jusqu'à l'ambulance. On descendait les escaliers et au 8e étage, une grosse explosion nous a projetés dans le couloir. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel du métro? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On vient tout juste d'assister à une sorte d'explosion secondaire dans la tour 2 du World Trade Center. Secondaire. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion secondaire dans la tour 2. Il y a eu une autre grosse explosion et le bâtiment lui-même s'est littéralement effondré dans un nuage de fumée et de débris. Je suis à 5 rue du World Trade Center. J'étais là et tout à coup, il y a eu une sorte d'effondrement ou d'explosion. C'était une explosion ou un bâtiment qui s'est effondré? D'après moi, ça ressemblait plutôt à une explosion. J'essayais de secourir les gens et on a entendu une grosse explosion. Tout est devenu noir. Des trucs se sont mis à pleuvoir, du verre. Les débris qui tombaient ont blessé des gens. Il y a eu une grosse explosion et tout est devenu très très sombre, comme de la fumée. Comme vous le voyez, le FBI est là. Ils ont établi un périmètre de sécurité. Ils prenaient des photos et fermaient la zone quand il y a eu cette énorme explosion qu'on a tous entendue et sentie. On nous ordonne d'évacuer la zone. La deuxième tour va s'effondrer. La deuxième tour? Elle va s'effondrer. À 10h30, j'ai essayé de quitter le bâtiment. Mais dès que je suis sortie, j'ai entendu une seconde explosion. Et j'ai vu un nouveau nuage de fumée et de poussière. Je suis retournée en courant à l'intérieur. Le lustre tremblait et une fumée noire saturait à nouveau l'air. Au bout de 5 minutes, on était recouverts de suie et de poussière. Un pompier est entré et nous a dit de partir, que s'il y avait une troisième explosion, le bâtiment ne tiendrait pas le coup. Il n'y avait plus qu'une seule tour debout, la tour 1. Il y a eu une sorte d'explosion. On a vu une fumée épaisse sortir du sommet de la tour et puis elle s'est complètement effondrée. David Lee, on vous écoute. John, il y a quelques secondes, il y a eu une énorme explosion. Il semble que la deuxième tour du World Trade Center se soit effondrée. Un témoin qui était au milieu de la foule sur Church Street, à 2 pâtés de maison de la tour sud, a vu une série de petits éclairs lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment sous le 10e et le 15e étage. Il en a vu environ 6, accompagnés d'un craquement, avant que la tour ne s'effondre. Jenny Carr assistait à une réunion professionnelle au 36e étage du One Liberty Plaza, en face du World Trade Center. Il a enregistré toute la première attaque. On entend une deuxième explosion 9 secondes après l'impact. C'était quoi ça? On aurait dit un crash. Alors que s'est-il passé? Demandez donc à Willie Rodriguez. Homme de ménage au World Trade Center depuis 20 ans, Willie était au premier sous-sol quand la tour nord a été percutée. Tout d'un coup, on a entendu boum. J'ai cru qu'un générateur avait explosé au sous-sol. Je me suis dit, mince, je crois que c'est un générateur. J'allais le dire à voix haute quand j'ai entendu boum, au-dessus, assez loin. Il y avait une différence. Le premier venait d'en bas et l'autre d'en haut. Tout le monde s'est mis à crier et un type est arrivé dans le bureau en criant « Explosion, explosion !» Il avait les bras tendus et toute la peau s'était décollée, depuis les aisselles jusqu'au bout des doigts. Ça pendait de chaque côté. Ça pendait. Et puis j'ai regardé son visage et il manquait des parties de son visage. J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Les ascenseurs, les ascenseurs !» Il y a eu plusieurs explosions et quand j'en ai parlé, on m'a répondu qu'il y avait beaucoup de cuisines dans l'immeuble. Et que ça venait sans doute des bonbonnes de gaz. Je leur ai dit que ce n'était pas possible, car c'était un bâtiment de grand standing, avec une réglementation très stricte sur ce qu'on peut utiliser dans les cuisines. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu du gaz. Beaucoup d'idées fausses circulent sur la véritable nature de ces explosions. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu d'explication sur les différentes explosions que j'ai entendues dans les étages supérieurs et jusqu'en haut.
The windows in the lobby of the North Tower were blown out, and marble panels were blown off of the walls. This was brushed off as damage from a raging fireball that went barreling down the elevator shafts. However, the World Trade Center's core and elevator shafts were hermetically sealed, aka airtight. The fire could not possibly have had enough oxygen to travel 1,300 feet down, retaining enough energy to destroy the bottom 8 floors of the building. Le 11 septembre, New York a perdu 343 pompiers dans le World Trade Center. Puisque c'est eux qui étaient à l'intérieur des tours, juste avant et pendant leur effondrement, je pense qu'ils sont bien placés pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'en disent les pompiers? First, we had this interview from the Naudet Brothers documentary. What did we do? We made it outside, we made it about a block. We made it at least 2 blocks, and we started running. Floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. Detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Just ran up West Street. And then you just sort of this cloud of shit chasing you down. Couldn't outrun it. In these interviews, numerous members of Engine 7 describe explosions preceding the collapses, not to mention the damage to the lobby of the North Tower. I heard a loud boom. And my first thing, I was right at the desk there, on the left-hand side when you come into Tower 1. And I walked out, you know, I didn't go out, I walked to where all the doorway was, the glass were broken, and I looked out, and I seen in the building across the street, I seen the shadow coming, I seen just the shadow in the building across the street coming down. And with that, I wasn't expecting to see the damage that I saw in the lobby. And the people, the bodies, the burnt people, the injured people, I really wasn't prepared for that. The lobby is about 6 stories high, and the lobby looked as though a bomb had exploded there. All the glass was taken out. There were 10-foot by 10-foot marble panels that were once walls. They were loose from the wall of the Trade Center. I went around by the freight elevator and I could see it was just blown. It was just a giant shit. 30th floor. We hear another explosion. And at that time we heard a huge explosion. Louis Caccioli a déclaré à People Weekly: « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » Pendant plus d'1 an, l'autorité portuaire de New York a refusé de divulguer les transmissions émises par les pompiers depuis le World Trade Center. En novembre 2002, la bande a enfin été transmise au New York Times et à d'autres organes médiatiques. Pourquoi avoir attendu si longtemps? We've just had another explosion. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. Le chef Palmer avait atteint le 78e étage de la tour sud et s'apprêtait à éteindre les flammes. Échelle 15, on a 2 poches de feu isolées. On devrait pouvoir les maîtriser avec 2 lances. Transmettez ça, 78e étage. De nombreux 1045 code 1. Si le 78e étage était un gigantesque brasier, comme on a voulu nous le faire croire, Palmer n'aurait pas pu y accéder et encore moins le maîtriser. Le 12 août 2005, 15 heures de transmission supplémentaires et de transcription d'entretien avec les pompiers ont enfin été divulguées au public. Les pompiers décrivent 2 événements compatibles avec une démolition planifiée. Des flashs lumineux à l'intérieur du bâtiment et plusieurs crépitements avant l'effondrement de la tour.
Qu'en pense la science? L'effondrement des Twin Towers a été enregistré par l'Observatoire de l'Université de Columbia dans l'État de New York. Les secousses étaient de magnitude 2,1 pour la tour sud et 2,3 pour la tour nord. Won Young Kim a dit à Chris Bolin que leur sismographe enregistre les explosions souterraines d'une carrière à 32 km. La magnitude de ces déflagrations, provoquées par 36 000 kg de nitrate d'ammonium, est comprise entre 1 et 2. L'attentat à la bombe de 1993 n'est même pas apparu sur les relevés car il n'était pas relié au sol. Pendant l'effondrement, les tours et les structures voisines ont absorbé l'énergie cinétique des débris, qui se sont transformés en gravats et en poussière, et ont fait d'autres dégâts, mais pas de secousses sismiques significatives. Marc Loiseau, président de Control Demolition, a déclaré à l'American Free Press que dans les sous-sols du World Trade Center, où les 47 colonnes porteuses centrales rejoignaient le soubassement, des points chauds d'acier littéralement en fusion ont été découverts plus d'un mois après le 11 septembre. Ces zones extraordinairement chaudes se situaient en bas des gaines d'ascenseurs sous 7 sous-sols. L'acier en fusion a été trouvé au bout de 3 à 5 semaines pendant le déblaiement des gravats. On a également découvert de l'acier en fusion dans le WT7. C'est à l'angle est de la tour sud qu'on a enregistré la température la plus haute, 747 degrés Celsius. Celle de l'acier en fusion dans le sous-sol était 2 fois plus élevée. Vous croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center? Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici, 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 et là. Étienne Sauret réalisait un documentaire intitulé World Trade Center, The First 24 Hours. Il a filmé les 2 effondrements. Observez attentivement. Le trépied tremble 12 secondes avant l'effondrement de la tour nord. Et quelque chose est éjecté sur le côté droit du bâtiment. Vous vous demandez peut-être comment on aurait pu mettre des bombes à l'intérieur sans que personne s'en aperçoive? Ben Fontaine, un analyste financier qui travaillait dans le World Trade Center, a parlé à People Magazine d'un nombre inhabituel d'exercices d'évacuation dans les semaines précédant le 11 septembre. Plusieurs sections des Twin Towers et du WT7 ont ainsi été évacuées pour raisons de sécurité. Daria Cord, agent de sécurité dans la tour nord, a révélé à Newsday que ses collègues et elle travaillaient 12 heures par jour pendant les 2 semaines précédant le 11 septembre. Mais le jeudi 6, les chiens de recherche d'explosifs ont brusquement été emmenés. Qui a autorisé tout ça? Le frère du président Bush, Marvin Bush, a fait partie du comité directeur de Securacom de 1993 à la fin de l'année fiscale 2000. Securacom, aujourd'hui rebaptisée Stratsec, est une société de sécurité électronique financée par Kuwait American Corporation. Elle est chargée de la sécurité de United Airlines, de l'aéroport international de Dulles et du début des années 90 jusqu'au 11 septembre du World Trade Center. Marvin a également dirigé HCC Insurance Holding, qui a assuré certaines parties du World Trade Center le 11 septembre. Aucune autre information n'a été divulguée sur le sujet. La SEC n'a toujours pas fait part de ses découvertes. Si au moins on pouvait examiner les débris du World Trade Center pour comprendre. Malheureusement, Rudolph Giuliani a commencé à les expédier à l'étranger pour y être recyclés avant que les enquêteurs puissent les analyser. La FEMA elle-même n'a pas eu accès à Ground Zero. En gros, on a interdit l'accès à une scène de crime et détruit toutes les preuves. Mais qui a eu accès au site? Control Demolition, qui était aussi intervenu après l'attentat à la bombe d'Oklahoma City en 1995. Et ce n'est pas tout. Le 15 juillet 2001, Control Demolition a détruit 2 réservoirs de fioul de 120 mètres de haut datant de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette opération, dont on ignore ce qui l'a justifiée, a provoqué de nombreuses plaintes du voisinage. Le site est resté en l'état et aucune explication n'a été donnée pour cette démolition. Mais ce qui s'est passé au World Trade Center est très simple. La démolition des tours a été soigneusement planifiée. C'était une attaque psychologique contre le peuple américain et elle a été exécutée avec une précision militaire. « 10h06, Shanksville, Pennsylvanie. Le vol 93, parti de Newark avec 45 personnes à bord à destination de San Francisco, quitte son plan de vol à 8h56 au-dessus de Cleveland. D'après la version officielle, l'appareil se dirigeait vers la Maison-Blanche, mais les passagers se sont mutinés et il s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se cracher là. De la fumée, des flammes? Non, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait rien du tout. Pas de fumée, pas de flammes. Juste quelques personnes qui semblaient être du NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, et qui étudiaient les débris. De quelle taille était le trou? D'après mes estimations, il devait faire entre 4 et 6 mètres de long et à peu près 3 mètres de large. Qu'avez-vous vu par terre à part de la poussière et des cendres? Rien du tout. Je n'ai vu que de la poussière, des cendres, des gens et des arbres cassés. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Houston Chronicle « On aurait dit qu'on avait jeté des morceaux de métal du ciel. » Au Washington Post, c'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Et au Pittsburgh Review, je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. Ce jour-là, pour la seconde fois dans l'histoire de l'aviation, un avion et ses passagers se sont littéralement évaporés au moment de l'impact. On n'a retrouvé aucun survivant après le crash d'un avion nigérian. C'est ce que rapporte le représentant de la Croix-Rouge sur place. Les premières images montrent un énorme cratère avec le Boeing 737 en morceaux. L'appareil s'est écrasé peu après avoir décollé de Lagos dans un gros orage. Il se dirigeait vers Abuja, la capitale nigériane. Il y avait, semble-t-il, plusieurs personnalités nigérianes à son bord. Mais s'il ne s'est pas écrasé à Shanksville, où est passé le vol 93? Vous êtes prêts? Cleveland, à 11h43 le 11 septembre, WCPO, une chaîne de télé locale de Cincinnati, Ohio, rapporte que 2 avions ont atterri à l'aéroport Cleveland Hopkins à cause d'une menace terroriste. United Airlines identifie l'un d'eux comme le vol 93. Vous êtes perdu? Écoutez plutôt la suite. Vers 10h du matin, l'aéroport a été évacué et le bruit a couru qu'un avion détourné allait se poser. Les gens n'ont pas pu prendre leur voiture. Ils ont dû marcher ou faire du stop. Les bus ne sont pas repartis. Tout le monde a été renvoyé chez soi. D'après Associated Press et les journaux locaux, l'un des 2 avions a atterri vers 10h45. Mais Delta Airlines a confirmé que le vol Delta 1989 s'était posé à 10h10. C'est donc le vol 93 qui a atterri vers 10h45. Les autorités ont fouillé le vol 1989 pendant plus de 2 heures et interrogé les passagers individuellement. Le plane dealer rapporte que l'avion a été évacué à 12h45. Mais d'après l'Akron Beacon, un autre avion a été évacué à 11h15.